Bonjour à toutes et à tous. Donc bonjour à tous, ravie, d'être avec vous ce matin, pour ce webinaire sur le marché de la volaille en France et dans le monde. Moi c'est Maëva Gégoul, je suis pour le magazine Filière Avicole et je suis ravie de co-animer, ce webinaire donc François Cadidal, directeur de pôle économie de l'ITAVI, va réaliser sa présentation en 3 temps qu'il va vous confier maintenant. Il va vous présenter le déroulé. Très bien. Merci Maëva. On voulait aussi remercier nos soutiens sur ce webinaire, Biochem, CCPA, Tecna et Ubar. Peut-être avant de vous présenter le déroulé, puisqu'on parle de bilan 2021 et puis les perspectives 2022, quelque part se remettre un peu, faire un peu comme dans les séries, un rappel des épisodes précédents, se remettre en mémoire les faits marquants, les principaux faits marquants de 2021, qui ont sous-tendu le marché de la volaille. La première chose, ça a été une levée dans la plupart des pays de l'Europe des restrictions Covid, ce qui a entraîné la réouverture des bouchers, ou d'une partie en tout cas des bouchers, pour les viandes de volaille. Et là, je parle bien au niveau français, mais bien sûr aussi européen. Dans d'autres régions du monde, en Asie, c'était pas tout à fait le cas. Le deuxième fait marquant, ça a été bien sûr les aspects sanitaires et notamment les épisodes d'influenza aviaire. Il y avait déjà eu un premier épisode d'influenza aviaire au premier semestre, au début de l'année 2021, qui avait principalement touché le nord de l'Europe, Pologne, Allemagne, mais également le sud-ouest de la France. Et puis, bien sûr, mais on y reviendra, fin d'année, un deuxième épisode d'influenza aviaire particulièrement sévère qui a, au dernier trimestre 2021, un épisode qui a commencé particulièrement tôt, qui a touché bien sûr l'Europe du Nord, hein, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, mais également l'Europe centrale, la Hongrie, l'Italie, et puis fin d'année dernière, les Hauts-de-France, et puis le début du Sud-Ouest. Le troisième fait marquant dans le contexte, c'était la situation sur les matières premières, hein, sur tous les intrants, retour des marchés post-Covid, un effet coup de fouet, avec une demande ferme et des difficultés notamment logistiques, puisque la plupart des chaînes logistiques pendant le pic de la crise Covid avaient été mis au ralenti ou à l'arrêt, et face à une demande rapide, ça avait provoqué notamment de l'inflation, à la fois sur les macro-matières premières, hein, sur les grains, les tourteaux, les céréales, certaines micro-matières premières aussi qui sont notamment importées. Là, je pense plutôt aux acides aminés, ce genre de choses-là. Et la caractéristique, c'était que c'était une hausse significative des coûts de production, pour notamment des hausses des matières premières, pour la deuxième campagne consécutive, qui n'était pas, on va dire, un feu de paille avec une très forte augmentation et puis un recul des matières premières. Voilà pour le contexte 2021, et on reviendra sur certains éléments. Les trois parties que je vous propose, c'est d'abord une première partie de revenir sur le marché européen de la viande de volaille en 2021, et puis dresser quelques perspectives pour l'année 2022 d'après les premiers éléments dont on dispose. Sur ce webinaire de printemps, on va essentiellement se focaliser sur le marché européen, toute la partie, on va dire, plus internationale, que ce soit regarder ce qui se passe avec le Brésil, sur les marchés du Moyen-Orient, sur l'Asie, sur les États-Unis, plutôt sur le webinaire d'automne en septembre. Ensuite, on aura une séquence pour prendre vos questions, hein, que vous pouvez formuler à travers le chat. Ensuite, on enchaînera sur une deuxième partie sur le marché de la viande de volaille, plutôt un bilan 2021, sur les débouchés de la filière française. Ensuite, on prendra des questions sur cette partie-là, hein, qui peuvent être des questions d'éclairage ou des questions plus de perspective. Et enfin, on finira sur quelques éléments de perspective 2022 concernant plutôt le volet
production de la viande de volaille et également, tant qu'à faire se peut, au moins tracer à gros traits quelques perspectives sur les débouchés pour 2022 et également terminer par une séquence de questions sur cette partie où une fois que éventuellement vous aurez une vision plus complète sur l'ensemble de la présentation, on pourra bien sûr revenir sur des éléments qui ont déjà été exposés en amont. On a prévu un créneau de 2 heures pour ce webinaire. Il est probable qu'on finisse un peu en avance. Hein. L'idée, ce n'est pas d'occuper au maximum le temps. L'idée étant d'avoir, on va dire, une information la plus complète possible et la plus complète possible. Du coup, je vous propose d'attaquer sur le marché européen de la viande de volaille. Le premier fait marquant, et j'y reviendrai, vous avez ici une carte d'Europe qui recense les foyers d'influenza aviaire au début de janvier 2022, c'est on va dire pendant la première phase de la grippe aviaire. On voit que l'Europe a été fortement touchée, hein, notamment la Pologne, la Hongrie et particulièrement l'Italie et le sud-ouest de la France. Les abattages, enfin le nombre de volailles en Italie notamment a été particulièrement important, qui a affecté beaucoup. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'a pas été important dans les autres pays, hein, mais en Italie, on était sur près de 18 millions de volailles abattues, beaucoup de dindes, ça a touché beaucoup la dinde, les poules pondeuses aussi, mais ça sera le sujet de demain, et avec aussi des abattages en Hongrie, pas mal sur les canards, et également en Pologne, avec des abattages, on va dire, des pertes de production entre 1 et 5 millions de volailles. Ce qui fait que sur ces productions, bien sûr, ça a un incident sur les capacités de production et sur la disponibilité en matière pour le reste de l'année. La deuxième chose, pour revenir un peu sur les éléments, c'est sur la hausse des matières premières. Vous avez sur le graphique de gauche, je vous ai mis sur 30 ans, l'évolution de l'indice Itavi coût matières premières optimisé pour l'aliment poulet standard, où si on regarde, on s'est arrêté bien sûr au début de l'année 2022, hein, avant la crise ukrainienne, sur lequel on reviendra. La première constatation, c'est qu'en janvier 2022, on avait déjà atteint en termes de niveau le précédent record de novembre 2012. Par contre, ce qui change beaucoup, et ça a une influence énorme, c'est si on regarde la phase de montée, pour l'instant, elle s'étale de août 2020 à janvier 2022, ce qui veut dire déjà 2 campagnes, alors que quelque part, la crise aiguë de 2012, la phase de montée et de redescente n'avait pris qu'1 an. Ce qui veut dire qu'on est sur une situation beaucoup plus impactante que 2012, du fait qu'on est monté très haut, mais aussi on est monté très haut pendant beaucoup plus longtemps. Le graphique de droite, on vous l'a mis en indice des prix d'aliments poulet de chair en Europe, hein, où on peut voir que finalement cette situation ne concerne pas, puisque l'indice Itavi concerne la situation française, mais on peut voir que c'est quasiment généralisé bien sûr en Europe et sans extrapoler beaucoup dans le monde. Et ça aura bien sûr plusieurs incidences aussi sur le fait que certains marchés, finalement, ça peut aussi, cette hausse des matières premières, bien sûr, augmente comme l'aliment est une composante essentielle du prix de revient du poulet. Hein. C'est à peu près 50 à 60% du coût de production des volailles sorties élevage. En France, dans des produits finis, on estime grosso modo que c'est de l'ordre de 15%, le coût matière première, hein, c'est de l'ordre de 15% du prix rendu, on va dire, rendu dans les rayons. Donc on voit déjà tout à fait l'impact massif que ces hausses peuvent avoir. Mais ce qui veut dire aussi que
à ces niveaux de prix, il y a certains marchés qui deviennent moins profitables, qui peuvent parfois engendrer des pertes, et donc il peut y avoir aussi des réductions de production pour ne pas produire à perte. En termes de production, du coup, les impacts sont tout à fait visibles. Vous avez sur le graphique de gauche les estimations, les productions de viande de volaille dans l'Union européenne à 27 pour les principaux pays producteurs. Vous avez, on va dire, la production de viande de volaille en l'évolution entre 2020 et 2021, où on voit qu'il y avait eu déjà une baisse de l'offre sur le marché européen, hein, qui était à la fois la conséquence des épisodes d'influenza aviaire, notamment dans le nord de l'Europe, mais qui était aussi la conséquence, finalement, en 2020, la production de viande de volaille avait été dynamique, avec un effondrement des débouchés, ce qui avait créé quelque part des situations de surproduction dans certains pays, et donc comment dirais-je, un ajustement à la baisse de la production en 2021 par rapport à 2020. Et ce qu'on a mis aussi c'est la dernière barre, c'est les projections à partir des informations dont on dispose en ce début d'année, hein, donc il faut les prendre avec beaucoup de prudence, mais comment s'oriente la production sur l'année 2022. Et ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que pour la deuxième année consécutive, on aurait une production, une offre de viande de volaille sur le marché européen, une production européenne qui s'inscrirait à la baisse, notamment du fait des épisodes d'influenza aviaire, conséquence du dernier trimestre de 2021, mais aussi particulièrement en France, c'est visible, sur la suite de l'épisode, le retour de l'épisode du premier trimestre 2022. Cette baisse de production, en fait, elle n'est pas homogène selon les pays. On voit notamment avec des fortes baisses en France, en Italie, là qu'on peut relier directement à l'influenza aviaire. Mais à contrario, on a des pays comme les Pays-Bas où la production se redresse. Hein. Il y avait des abattoirs qui ont été fermés en 2020-2021 qui avaient provoqué une baisse des abattages, mais un rattrapage de la production. Alors, au même niveau, ça c'est une forte progression, mais c'est finalement un rattrapage au même niveau de production que 2020. Idem en Espagne, où on avait une petite baisse de production et on a un rattrapage, alors pas tout à fait, mais de production. Et là-dedans, seule la Pologne se distingue, hein, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, où pour l'instant, on prévoit que la production de viande de volaille, tout confondu en Pologne, sera supérieure à ce qu'elle était pré-2021. Notamment, on ne va pas revenir sur la compétitivité prix hein, de la filière polonaise, sur l'accès au marché, mais on le verra aussi qu'il y a des incitations par les prix hein, qui font que, compte tenu, on verra, de l'augmentation de prix, ça devient intéressant de remettre en production. Et ne pas oublier aussi les conséquences de la crise ukrainienne, où près de 2 millions de réfugiés ukrainiens sont passés ou sont arrivés sur le territoire polonais, dont certains s'installent et qu'il faudra bien sûr nourrir. Si on regarde la production plus spécifiquement de poulet hein, sur le graphique de gauche, là, je ne vais pas reprendre mes commentaires puisque là, ils sont de même nature. On voit un rattrapage de la production aux Pays-Bas, une stabilisation en Belgique, une progression en Pologne. Et ce qu'on estime, alors que la production de viande de poulet était plutôt en baisse l'année dernière, cette année, par rapport à l'année dernière, on estime qu'elle sera à peu près stable, mais avec des baisses en France, en Italie, en Hongrie, et une progression finalement en gain de part de marché de la part de la Pologne. Mais cette baisse d'offres de viande de volaille globale sur le marché européen, en fait, elle se lie surtout sur les espèces qu'on va dire secondaires, hein, sur la dinde et le canard, qui impactent beaucoup en fait ce bilan global. On a un poulet stable
et finalement une réduction de la production de dinde et de canard, avec une petite reprise en Allemagne, hein, une forte reprise en Pologne, et bien sûr un impact assez important sur, bien sûr, la France, hein, qui, on voit son niveau de production baisser pour la deuxième année consécutive, une baisse de production conséquente en Italie, et une baisse de production en Espagne, mais là, je rajouterais beaucoup plus d'incertitudes sur le déroulé de la suite de l'année, même si il y a quelques élevages de dindes dans le sud de l'Espagne qui ont été touchés. Mais du coup, une offre en dinde qui sera réduite pour la deuxième année consécutive, hein, de manière moins importante que l'année dernière, mais on estime une baisse de l'ordre de 3% de l'offre en dinde sur le marché de la production européenne de dinde. Sur le marché sur la viande de canard, là c'est encore beaucoup plus clair. On avait finalement l'année dernière, on avait eu une progression de l'offre en canard, de la production européenne en canard qui était en hausse de 2%, parce que malgré la baisse de l'offre en France, hein, compte tenu de l'épisode d'influenza aviaire dans le sud-ouest, la Hongrie avait retrouvé ses capacités de production parce qu'elle avait été touchée, elle, l'année dernière. Sauf que cette année, la France, le sud-ouest est touché, l'ouest, la Vendée, qui est une grande région de production de canards à rôtir, et la deuxième région de production de canards gras est touchée. La Hongrie est fortement touchée sur ces canards. Donc, on a un très très fort recul de l'offre, on anticipe un très fort recul de l'offre en canard sur l'Union européenne. Et logiquement, on a dit qu'on a globalement on a une demande ferme, hein, en viande de volaille. On y reviendra avec un contexte inflationniste qui, dans une certaine mesure, on va dire d'un point de vue un peu comment dirais-je, transversal, favorise la viande de volaille, réouverture des débouchés, et une offre qui en recule parce que baisse de production européenne, et puis baisse substantielle de l'offre de volaille ukrainienne à anticiper sur le marché européen, mais ça, on y reviendra. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, alors je vous ai mis deux éléments de prix, hein, à titre d'illustration. Une cotation Europe du Nord, Belgique, Pays-Bas, sur du poulet vivant, hein, où depuis, on va dire, la fin 2021, entre les crises d'influenza puis les conséquences de la guerre en Ukraine, on a une augmentation des cotations de l'ordre de 35%, hein, ce qui est bien sûr extrêmement conséquent, je ne vous fais pas de dessin. Et tout ça aussi, cette raréfaction entraîne une hausse des prix des échanges, des prix moyens des échanges sur le marché européen. Vous avez ici sur le graphique de droite, pour de la viande désossée de poulet, hein, alors c'est arrivée rendue sur le marché, on va dire Pays-Bas-Allemagne, basé sur les statistiques douanières. Vous avez la Pologne qui est en frais, et les origines pays tiers, que ce soit Brésil en vert, Thaïlande en rouge ou Ukraine en jaune, qui sont en congelé. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hausse généralisée des cours, ce qui fait que quelque part, le marché européen redevient quelque part attractif aussi pour les fournisseurs pays tiers du marché européen. Ce qui veut dire, si on regarde, vous avez ici sur l'année comparaison 2019, 2020, 2021, des importations de l'Union européenne à 27 hors importation du Royaume-Uni, hein, à la fois en volume sur le graphique de gauche et en valeur sur le graphique de droite, où on avait constaté en 2020 un recul substantiel des importations de viande de volaille, hein, puisque la viande importée, on va dire pour faire schématique et assez simpliste, va plutôt dans ces circuits de restauration hors domicile, et comme c'est des circuits, des débouchés qui avaient été fermés au niveau européen, pas seulement français, il y a eu moins de demandes, et finalement des niveaux d'importation qui se sont
à peu près maintenu en 2021, mais avec des changements substantiels dans les origines, où on voit en bleu on est sur un niveau d'importation à peu près équivalent, et on voit que l'origine Brésil progresse, alors que l'origine Thaïlande recule, et également l'origine Ukraine recule un peu. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'Ukraine, et on y reviendra, ça sera la suite, ça représente à peu près quand même 20% de l'ensemble. En 2021, ça représentait 20% de l'ensemble des importations de l'Union européenne, ce qui veut dire que on a une offre européenne qui est en recul, on aura très certainement en 2022 une offre ukrainienne en fort recul, ce qui, a priori mécaniquement, entraînera plus d'importations en provenance de pays tiers, et certainement particulièrement du Brésil, euh, du Brésil qui, malgré, on va dire, une hausse des coûts généralisés, reste compétitif sur le marché européen, reste un fournisseur de premier ordre du marché mondial. Du coup, les conséquences de la crise, de la guerre en Ukraine. Vous avez ici sur cette carte, j'ai essayé de représenter on va dire la proportion de production de poulet de chair, on s'est cantonné au poulet de chair, par oblast, par région administrative, euh, et par région administrative. On a, alors, c'est par région administrative, mais c'est aussi par opérateur, puisque les opérateurs, en fait, dans chaque région administrative, il y a un opérateur principal. La principale région de production, c'est l'oblast de Vinnytsia, qui est en vert foncé, qui représente à peu près 40% de la production ukrainienne. C'est la principale implantation du leader ukrainien MHP. On a l'oblast de Tcherkassy à l'ouest, qui représente 25% de la production ukrainienne, qui est aussi on va dire, qui est aussi largement le fait du deuxième site principal de l'opérateur MHP. Et puis on a la région de Dnipro, 20%, qui est un autre opérateur plutôt orienté vers les pays tiers. Et puis, finalement, on voit que la production est assez concentrée, et contrairement à d'autres filières, on va dire, c'est des sites qui sont, pour l'instant, assez à l'écart des zones de conflit. Contrairement à d'autres productions, que ce soit en œuf, qui sont beaucoup plus implantées dans les zones de conflit, là, elles sont moins en première ligne, donc il y a une capacité des productions n'ont pas été directement touchées, sauf que il y a deux sujets. Il y a le fait que pour un certain nombre d'intrants pour les cycles de production, l'Ukraine est aussi dépendante d'intrants, hein, que ce soit les produits pharma, que ce soit les œufs à couver. Et puis il y a aussi la question de la main-d'œuvre, avec une part importante de la population masculine qui est aujourd'hui euh, mobilisée sur l'effort de guerre, avec des réductions de capacité de production. En tout cas, en 2021, pour donner des ordres de grandeur, la production de poulet de chair commerciale, hein, je vous fais grâce des basses-cours, en Ukraine, c'était de l'ordre de un peu plus d'1 million de tonnes de produites. C'est l'équivalent en Europe de pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Sur ces 1 million de tonnes produites, il y en a à peu près la moitié de la production qui est exportée. Donc c'est un fournisseur quand même significatif du marché international. La première région, la première destination des exportations, c'est, on va dire, la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui représente à peu près, on va dire, 35 à 40% des exportations en volume, hein. Notamment, et si on regarde notamment le marché saoudien où les Ukrainiens s'étaient développés, c'était quand même 15% des importations saoudiennes qui provenaient d'Ukraine, qui provenaient d'Ukraine. Et puis l'Europe, au sens large, hein, on va dire l'Europe, l'Union européenne, et puis les pays type Royaume-Uni, Suisse, etc., c'est de 20 à 25% des volumes exportés. Et puis 25% sur d'autres pays, on va dire, de l'ex-URSS, hors Russie. Ce qui veut dire qu'il y aura à la fois, on a dit
probablement il faut s'attendre à une réduction de l'offre ukrainienne, avec un impact direct sur le marché européen, et probablement aussi à attendre un impact indirect, puisque c'est un grand pays exportateur vers la région du Moyen-Orient et du Moyen-Orient, ces pays-là qui vont devoir se retourner vers d'autres sources sur le marché international. Aujourd'hui, l'Europe déjà est plutôt en déficit de matière, hein, ça tire fort sur les prix, donc a priori il y aura des opportunités pour les Européens, mais quand même en équilibre avec le marché intérieur, et cette situation risque surtout de profiter aux opérateurs brésiliens qui sont déjà implantés dans cette région du Moyen-Orient. L'autre impact de l'Ukraine, qui aussi, l'Ukraine et de la Russie, c'est notamment sur les matières premières agricoles, puisque ce sont deux grands pays agricoles. Je vous ai mis ici la suite de l'histoire par rapport à notre indice Italie coût matières premières, où entre février et mars 2022, l'indice a pris plus de 13 points. C'est une hausse aussi rapide a été très rarement vue. Et ce qu'on anticipe, c'est bien sûr que cette dynamique continue dans les prochains mois. L'Ukraine est un fournisseur important. Alors, la problématique, notamment en France, est pas sur le blé, plutôt indirecte, puisque du coup, l'Ukraine et la Russie étant exportateurs, notamment sur les pays du Moyen-Orient, ces pays-là vont devoir se retourner vers d'autres fournisseurs internationaux, dont la France, avec probablement des exportations de blé en hausse, donc une baisse de l'offre sur le marché français. En revanche, directement, l'Ukraine est un exportateur important de maïs, 15% des exportations mondiales d'après le graphique, et surtout sur le tournesol, que ce soit la graine, que ce soit l'huile, ou que ce soit les tourteaux de tournesol, qui sont utilisés en volaille et qui notamment, notamment étaient utilisés dans les cahiers des charges sans OGM, en substitution du soja OGM, non OGM, qui aujourd'hui atteignait des cours extrêmement élevés. Mais au-delà de ça, au-delà du pur tournesol, c'est tout le complexe oléoprotéagineux qui a tendance à augmenter. Ça, c'est des effets, on va dire, court terme, avec une baisse de l'offre sur le marché international qui renchérit les matières premières, mais aussi on peut raisonnablement s'attendre à un effet long terme, puisque la Russie notamment est exportatrice de deux intrants majeurs, qui sont les engrais azotés, qui fournit à peu près, on le voit sur le graphique, à peu près 15% des exportations mondiales d'engrais azotés sont faits par la Russie, fournisseur notamment de l'Union européenne, mais aussi fournisseur du Brésil, et que le gaz dont la Russie fournit à peu près 25% des exportations mondiales, ça a été très largement discuté dans la presse sur la dépendance de l'Europe, notamment de l'Europe de l'Est au gaz russe, mais c'est aussi une composante fondamentale du prix de revient de la fabrication d'engrais azotés. Donc avec des niveaux, des cours des intrants, des engrais qui sont extrêmement élevés, et quelque part qui interrogent sur les rendements des prochaines récoltes, compte tenu du niveau élevé de ces matières premières, où on est déjà sur des bilans matières premières, céréales et oléagineux, relativement serré. Donc ce qu'on anticipe, c'est vraiment un effet très fort sur le court terme, mais aussi un effet qui probablement s'inscrira dans la durée. Et pour finir, et ça fera l'introduction avec aussi la suite, c'est bien sûr l'épisode 2, ce qu'on appelait l'épisode 2, le retour de l'influenza aviaire en France,
qui a massivement touché la région, la Vendée, hein, enfin la Vendée, la région Pays de la Loire, qui aujourd'hui essaime en Dordogne, enfin on va dire dans les régions Midi-Pyrénées, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Bretagne, avec là aussi des impacts directs puisqu'on est sur des régions, des régions d'élevage, une des principales régions productrices de volailles en France, hein, direct pour le dépeuplement des élevages touchés. C'est une région aussi qui abrite la plupart des capacités de production d'accouvage, de sélection et d'accouvage français, avec on sait que quand ça touche les maillons sélection et accouvage, c'est tout le cycle de production derrière qui est impacté et perturbé de manière massive. L'autre chose aussi, c'est que il y aura des effets indirects puisque pour les établissements, notamment les couvoirs qui sont situés en zone en zone de réglementée, il y a des difficultés, même s'il y a des protocoles sanitaires qui sont mis en place, il y a des difficultés pour acheminer les poussins dans les élevages qui peuvent être en zone indemne. Donc même s'il y a des élevages, ça peut aussi toucher les opérations dans des régions qui ne sont pas directement touchées. Et puis, impact aussi à prévoir sur les exportations, puisque la plupart des pays, dès qu'il y a épisode d'influenza aviaire dans le pays, alors soit ils ferment tout, c'est notamment le cas de pays comme la Chine, la Corée, enfin les pays asiatiques, certains ferment tout, mais même quand il y a régionalisation, aujourd'hui, comme on touche les principaux de bassins de production, on peut considérer aujourd'hui à peu de choses près que toute la France est impactée, toutes les exportations françaises vers les pays tiers seront impactées par les réductions. Et je dis bien pays tiers. Pour donner un ordre de grandeur, tout produit avicole confondu, hein, génétique, foie gras, œufs, volailles, en 2021, les exportations vers les pays tiers hors Royaume-Uni, ça représente toutes les exportations, pardon, toutes les ventes à l'étranger, ça représentait à peu près 1,6 milliard d'euros. Tout produit confondu, les exportations vers les pays tiers, alors j'enlève l'Union européenne, j'enlève le Royaume-Uni là-dessus, mais ça représentait à peu près 25 à 30% de ce chiffre d'affaires. C'est à peu près de l'ordre de 500 millions d'euros. Hein. Et puis, pour le foie gras, c'était de l'ordre de 35-40% qui était exporté vers les pays tiers, du chiffre d'affaires. Pour la viande de volaille, c'était à peu près 25% du chiffre d'affaires qui était fait sur les pays tiers. Et puis, pour la génétique, là, on était quasiment à la moitié du chiffre d'affaires qui était réalisé sur des pays tiers qui sont aujourd'hui fermés. Donc, des impacts massifs à attendre. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, ce que je vous propose de retenir, c'est que le début d'année 2022 est marqué par, bien sûr, la hausse généralisée, mais surtout durable des matières premières, alors que ça soit agricole, on en a parlé, mais non agricole, hein, l'énergie, les emballages, on est dans un contexte inflationniste extrêmement fort, et surtout durable. À minima, les impacts, notamment sur le marché des céréales, on le voit à minima jusqu'à 2023. L'autre chose, c'est qu'on a une raréfaction de l'offre en volaille sur le marché européen. On l'a dit par l'épisode d'influenza aviaire du dernier trimestre 2021, le retour du premier trimestre 2022, et puis l'impact de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, on a plutôt une demande qui est soutenue pour la viande de volaille. Hein. On parle d'inflation, mais d'inflation généralisée, avec une augmentation notamment sur les autres produits carnés, hein, mais surtout l'alimentaire qui va être extrêmement soutenu. On parle déjà de 5% d'inflation sur le mois de mars, qui était des niveaux historiques, qui va conduire les ménages européens, français bien sûr, mais européens, à des arbitrages, hein, puisque quelque part, malheureusement, le poste alimentaire est le poste sur lequel les ménages font leur arbitrage, hein, après avoir payé le loyer, après avoir mis l'essence dans la voiture. Et donc, quelque part, un équilibre entre une nécessité de passer cette hausse généralisée des coûts et puis des effets sur la demande dont la volaille, au global, devrait bien se sortir pourvu qu'il y ait la matière sur les marchés.
Du coup, compte tenu de ce contexte-là, je vais revenir peut-être un petit saut en arrière sur l'année 2021. En France, le marché français, pour donner quelques éléments de repère et quelques éléments de lecture, je vous ai mis ici d'une part une comparaison, alors c'est les consommations apparentes, tout marché confondu, hein, de viande de volaille par espèce, et puis comparé avec les principales viandes, que ce soit la viande bovine ou la viande porcine. Puis le graphique de gauche, c'est l'évolution sur une longue période de la consommation totale, hein, que ce soit RHD, consommation à domicile, de viande de volaille par espèce en France. En fait, l'enseignement, si on regarde avec un peu de recul l'enseignement en 2021, on a globalement une consommation de volaille qui a été plus dynamique que la consommation totale de viande, donc une substitution de la volaille, des viandes de boucherie par la volaille. Si on regarde un peu plus dans le détail par espèce, on a une baisse de la consommation apparente, tout débouché confondu, quelles que soient les espèces, hein, enfin pour la dinde, canard, pintade, de l'ordre de 8 à 9%, et une progression de la demande en poulet. Alors certes, l'année 2021, il y a eu des sujets sur l'offre en canard, par exemple. Et en fait, si on regarde avec un peu plus de recul, c'est quelque part ce que je disais business as usual, c'est une tendance de long terme, au moins depuis 2006, où on a quelque part une consommation de viande qui est plus ou moins stable, mais au sein de ces viandes, on a un remplacement de la consommation de viande de boucherie par de la volaille. Et au sein de cette volaille, on a une perte de diversité avec de plus en plus de consommation de poulet au détriment des autres espèces, que ce soit dinde, pintade ou canard. Mais ça, c'est des phénomènes, on va dire, de long terme, alors qui ont été accélérés euh, post-Covid, hein, certainement, mais qui étaient déjà préexistants. L'autre phénomène marquant de 2021, vous avez sur le graphique de gauche l'évolution du chiffre d'affaires de la restauration en indice, hein, c'est des données INSEE. Vous avez en vert toute la partie post-Covid et en rouge, c'est la partie pré-Covid, avec le total restauration, l'activité de restauration traditionnelle à table, la restauration rapide et puis la restauration collective. Ce qui saute aux yeux, c'est que l'activité de restauration, on va dire au global, elle a retrouvé ses niveaux pré-Covid que au dernier semestre 2020, avec une période de creux assez importante. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on a une restauration traditionnelle à table qui a été plutôt, enfin, juste retrouvé ses niveaux d'activité pré-Covid. Par contre, à contrario, on a une activité de restauration rapide qui a bénéficié du Covid et qui a connu une progression très importante de son chiffre d'affaires, qui a des niveaux d'activité, qui a déjà repris beaucoup plus rapidement, et puis qui a gardé une dynamique pré-Covid avec une activité supérieure et certainement durable. Alors, ce qui sous-tend aussi des changements, même au sein du secteur de la restauration, de débouchés de la restauration domicile, des changements de dynamique entre les différentes formules. Et à contrario, si on regarde la dernière partie, ce qui est plutôt la restauration collective sous contrat, alors c'est un indicateur sous contrat, mais on peut inférer que l'ensemble de la restauration collective suit à peu près la même dynamique, même s'il y a eu une petite reprise, en fait, l'activité n'a jamais repris au niveau pré-Covid, avec une activité réduite. On l'a déjà dit dans cette enceinte, développement du télétravail, aussi certainement des mesures de confinement qui font que aujourd'hui l'activité n'a pas recouvert. Et derrière ça, derrière ces activités, il faut aussi voir que les espèces de volailles sont plus ou moins exposées à ces différents types de restauration hors domicile. Pour faire, alors extrêmement simpliste, on va dire que pintade et canard, plutôt le domaine de la restauration traditionnelle. La dinde, c'est plutôt le domaine de la restauration collective. Alors, je le fais à la hache, hein, on pourra me reprendre, mais pour fixer les idées. Et le poulet, c'est à la fois transversal, mais aussi très présent, une matière première très utilisée en restauration rapide. Et mécaniquement, en fait, on avait constaté sur le graphique de droite, c'est la part des importations
dans la consommation, un indicateur classique, hein, le poids des importations dans la consommation totale de poulet, alors que ce soit consommation à domicile, consommation hors domicile. Et on avait vu constater en 2020 un recul de du poids des importations dans la consommation, de l'ordre de 2 points, mais qui était dû finalement à la forte réduction de l'activité du secteur de la restauration à domicile. Et quelque part, mécaniquement, le débouché de la restauration à domicile, alors c'est pas directement lié, mais il y a certainement d'autres phénomènes, mais c'est en tout cas comme ça que je le lis, une reprise plus forte des importations, un poids des importations dans la consommation française de poulet, qui non seulement retrouve des niveaux pré-Covid, mais qui est quelque part quelques dixièmes de points supérieur à ce qu'il était avant la crise Covid. Alors, on le verra plus tard, mais on a corrigé ce taux parce qu'il y a eu entre-temps, il y a eu des phénomènes liés au Brexit qui brouillent un peu la lecture, mais là, on a bien essayé de corriger ce taux d'échange entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Voilà. Si on revient maintenant sur l'autre grand segment qui est la consommation à domicile, on a mis l'évolution d'après le panel Kantar des achats des ménages, à la fois l'évolution des prix et l'évolution des volumes. Sur le graphique de gauche, c'est une évolution 2021-2020, quelque part avec une lecture faussée bien sûr en 2020 parce qu'il y avait un fort effet d'historique avec une forte progression des achats enfin, pour la consommation du domicile compte tenu des confinements. Mais si on regarde par rapport à l'année 2019 qui était une année plus normale, on a sur ces 2 ans-là une progression des achats de volailles et d'élaborés, mais surtout une progression qui est soutenue par le poulet, alors qu'on a quelque part un recul des achats d'espèces comme la dinde, le canard et la pintade. Et si on regarde un peu plus en détail, on a la découpe qui progresse au détriment du pack et les élaborés, les charcuteries qui progressent aussi. Donc quelque part, même constat que sur le point de vue du marché global, on a du business as usual avec des produits pratiques découpe élaborés poulet progressent au détriment de tout le reste, qui est quelque part aussi une perte de diversité, en tout cas apparente dans les produits. L'autre débouché, c'est sur le commerce extérieur. On a... il doit y avoir une erreur. Vous avez ici sur la gauche les exportations françaises, la comparaison des exportations françaises entre 2020 et 2021. On a une forte progression des exportations totales, de 11% en volume, notamment vers l'Union européenne à 27 à plus 40%. Par contre, une baisse des exportations vers les pays tiers qui s'explique par la baisse vers l'Arabie Saoudite. Il y a une erreur dans le graphique et je m'en excuse sur la dernière barre, qui est beaucoup trop haute. Cette hausse, elle est particulièrement sensible, elle a quasiment ces exportations plus que doublé vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne. Mais ça, en fait, ça s'explique, et on verra, par un effet purement Brexit, c'était que comme le Royaume-Uni est devenu un pays tiers, en fait, les marchandises qui transitent par la France sont comptabilisées comme des importations et puis après sont réexportées. Donc il y a un double, alors qu'avant c'était pas compté, là elles sont comptées en entrée puis elles sont comptées en sortie. Et c'est ça qui est un paramètre en parallèle et qu'il faut regarder, surtout sur les importations. On a une forte hausse des importations en provenance de l'UE, notamment des importations en provenance de Pologne, Belgique, Pays-Bas, et une forte hausse des importations en provenance des pays, mais qu'il faut regarder hors Royaume-Uni, où là, les importations sont plutôt stables. Et ça, c'est toute viande de volaille confondue. Donc toujours cette dynamique de croissance des importations, en tout cas de rebond fort des importations. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a un déficit commercial qui tend à se dégrader sur la partie viande de volaille, ou qui a été en 2021 de l'ordre de 541 millions
d'euros, à comparer aux 529 millions d'euros de déficit commercial généré en 2020. Ça, c'est une tendance de long terme, mais qui, quelque part, a le sentiment que ça s'est accéléré depuis 2020. Quelques mots sur le bilan. Hein, voilà, c'était vraiment en quelques éléments. Le principal, c'est qu'en 2021, on a fait quelque part une continuation, une accélération de tendance historique hein, sur tous les débouchés. On l'a dit, une progression de la volaille par rapport aux viandes de boucherie et dans la volaille, une progression du poulet par rapport aux autres espèces, qui se retrouve effectivement dans la consommation à domicile. Et aussi, ce qu'on peut dire en plus, c'est qu'on a une progression des découpes et des élabories par rapport au pack. Mais ça, ce n'est pas un phénomène nouveau. La chose, c'est que aussi l'autre business as usual, c'est que la reprise de la restauration en domicile au dernier semestre 2021, ça a entraîné mécaniquement une augmentation des importations sur le marché français, notamment du poulet, mais sur toutes les autres espèces, et que finalement, il faut faire attention à la lecture des éléments du commerce extérieur, parce qu'ils ont été beaucoup perturbés par le changement de statut du Royaume-Uni. Sur l'année 2022, on verra que ce dont on peut s'attendre, ça sera vraisemblablement à une forte hausse des importations sur le marché français, mais ça, on le lira plutôt au regard de la partie suivante. Sur la production de française 2022, là, ce qu'on a essayé de faire, alors on est vraiment très tôt dans l'année, et je sais qu'il y a Yannick Carré qui nous écoute et qui a effectivement fait des remarques sur le SICAR. Très honnêtement, on a essayé, sur la partie canard à rôtir, très honnêtement, on a essayé de donner des ordres de grandeur, on va dire, des évolutions de production sur l'année 2022 et puis de les comparer un peu avec l'année 2021. Ça reste effectivement des éléments extrêmement préliminaires, fragiles. Et voilà, c'est vraiment l'idée que ça soit sur des tendances, sur des ordres de grandeur, mais on n'est vraiment pas à ce stade au pourcentage de près, mais voilà, pour quelque part fixer les idées. Vous avez ici, sur la production de poulet de chair, on vous a mis ici un peu les équilibres, puisque j'ai cru voir passer dans le chat, en tout cas, passer des éléments d'équilibre de marché entre l'année 2020 et l'année 2021, où on reprend ces éléments et on voit que la consommation globale, tout débouché confondu, a fortement progressé en 2021, à contrario de la consommation à domicile, qui a fortement reculé. Ça, c'est très clairement dû à la reprise de la restauration en domicile. C'est ce décalage entre les deux tendances. Sur l'année 2022, ce qu'on anticipe, c'est une baisse en tout cas sur les premiers mois de 2022, une baisse de la production de poulet de l'ordre de 8 à 9%, notamment liée. Alors là, on a vu une production dans le sud-ouest qui a été arrêtée, enfin dans la zone du sud-ouest où il y avait pas la possibilité de remettre en place, donc moins d'offres, et qui va se prolonger bien sûr sur la zone ouest, avec un impact sur le début de l'année et peut-être, espérons-le, une reprise des mises en place sur le mois de juin, début juin ou début juillet. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que comme il y a des couvoirs qui sont situés dans la zone, certes, il y a des protocoles, je le disais, pour sortir ces poussins de la zone et pour approvisionner des élevages en zone indemne. Ceci dit, ça reste quand même compliqué, la logistique reste compliquée, et même des éleveurs qui sont situés en zone indemne, c'est comme les plannings sont quand même de grosses machines à modifier, et il peut se trouver par exemple qu'il y ait des éleveurs qui sont en zone indemne, qui ont les capacités de produire, mais comme il n'y a pas de poussins disponibles ou il y a des soucis logistiques, ils peuvent se retrouver avec des vides sanitaires prolongés, alors que même
tout le monde aurait intérêt à ce qu'ils produisent pour qu'on... faut être prudent là-dessus. Enfin, faut bien avoir en tête que c'est quand même des machines extrêmement lourdes à faire bouger. Sur la dinde, alors toujours avec beaucoup de prudence, on l'a vu, on l'a vu sur les équilibres du marché 2020-2021. Là, très clairement, on a une baisse, on avait vu une baisse de la demande au global, et puis un peu plus importante sur la consommation à domicile. Ce qui fait que on en déduit que la reprise de la RHD a modérément impacté a été un peu plus importante, enfin, à modérer la baisse de la consommation à domicile. Mais ce qu'on peut regarder, c'est aussi qu'on a quelque part une baisse de la demande, et ça, on le regarde sur le fait que les importations, en fait, aient peu progressé entre 2020 et 2021, c'est-à-dire qu'il y avait assez de matière sur le marché français, mais c'est plutôt un souci sur la demande. Là, sur le début de l'année 2022, ce qu'on anticipe sur le premier semestre, c'est une baisse de l'ordre de, on va dire, on estime pour l'instant, de l'ordre de 15% de la production de dinde sur le premier semestre, ce qui est quand même relativement conséquent, avec là des cycles de production qui sont longs à remettre en route, hein, parce qu'une dinde, c'est quand même en moyenne, on va dire, pour faire simple, 3 mois d'engraissement, hein, beaucoup plus pour les mâles, ce qui veut dire un impact beaucoup plus long aussi sur la durée. Sur le canard, et effectivement par rapport aux projections de Yannick, on est encore extrêmement modeste, mais on est sur les 6 premiers mois. Il faut avoir en tête que Pays de la Loire, c'est à peu près 70% de la production, enfin sur la Vendée, c'est à peu près 70% de la production française de canard à rôtir, qui aujourd'hui quasiment à l'arrêt, en plus avec des cheptels repros qui ont été touchés, donc moins de canetons à venir. Donc une forte baisse, peut-être même sous-estimée de ce qu'on présente, qui vient se conjuguer aussi avec une baisse sur la partie canard gras, puisque de toute façon le Sud-Ouest ne pouvait pas remettre en place jusque récemment, et à partir du moment où ils ont pu remettre en place, en fait 70% de la production de canetons gras française est produite dans les Pays de la Loire, et sensiblement en Vendée. Ce qui aussi posait des soucis, on l'a dit, logistiques, et compliqué à la remise en place. Donc là aussi, la remarque, c'est que quelque part, on pense qu'on est un peu light sur la baisse de production attendue, et qu'elle risque d'être même plus forte qu'attendue. Donc on est déjà sur des baisses de production extrêmement fortes, ce qui rejoint la perte de diversité sur les canards, la baisse de l'offre qui sera absolument massive, en tout cas en canard. Donc ça, c'était sur on va dire les bilans, hein, que je ne vais pas commenter plus que ça. On voit déjà que on a, même on a entre 2020 et 2021, alors qu'on n'a pas l'épisode de grippe aviaire, l'épisode d'influenza aviaire du premier trimestre 2022, on a déjà pris plus de 3 points en poids des importations sur la consommation totale. Rien que sur le canard, qui est pourtant pas une espèce qui est massivement importée, et ce qui risque fortement de s'accentuer, notamment sur les transformateurs, les charcutiers, etc., qui, face à un déficit récurrent d'offres en France, risquent de s'approvisionner ailleurs en Europe. Et puis, sur la pintade, alors là, on est vraiment très light, mais on n'est que sur le premier trimestre, et sur le premier trimestre, on estime à une baisse de l'ordre de 10%, mais là, l'impact va être absolument massif, puisque ça doit être à peu près 70% de la production de pintade, on va le faire à la louche, qui va être impacté. On l'a dit, c'est des productions à cycle long, et si on regarde les choses froidement, tous les maillons de la chaîne seront impactés. On a une hausse des coûts des matières premières qui sera
absolument massive, et quelque part des besoins des trésoreries d'entreprises, je parle à tous les niveaux, qui risquent de se tendre de ce fait-là. Et donc l'intérêt est, quand c'est possible, compte tenu des différences de cycle de production, de remettre en place le plus rapidement des productions à cycle court, notamment le poulet, pour récupérer de la trésorerie le plus rapidement possible. Ce qui, quand c'est possible, ça risque de pénaliser en plus les productions de dinde, de canard et de pintade, quand c'est possible, quand on n'est pas sur des élevages spécialisés canard, spécialisés dinde, etc. Risque de mettre en place plus rapidement du poulet que les autres espèces, compte tenu des marges et compte tenu des questions de trésorerie. Et on l'a dit, je l'ai dit, mais je le répète, les marchés perdus sont extrêmement difficiles à récupérer, et ce qui risque d'entraîner des effets à long terme de cet épisode d'influenza aviaire, en tout cas. Ce qu'on peut retenir sur l'ensemble, enfin, en transversal, c'est que pour l'année 2022, sur l'Union européenne, on attend on va dire une reprise de la production, mais toujours un déficit de matière, mais avec une reprise qui sera très différentielle, avec des pays qui sont fortement touchés, France, Italie, Hongrie, qui sont touchés massivement, que dans cette reprise, on a que la Pologne, a priori, qui s'en sortirait bien, les autres, à minima, enfin, au maxima, retrouveraient des niveaux de production antérieurs à ce qu'ils avaient avant 2021. On a un recul de l'offre qui sera extrêmement important pour la dinde et le canard, et qui risque de le rester plutôt tout au long de l'année, compte tenu de ce que je viens de dire sur les cycles de production, quand c'est possible, puisqu'on est quand même sur des structures avec une certaine inertie. Avec des conséquences massives de l'influenza aviaire dans le Grand Ouest, des conséquences massives qu'il faudra bien anticiper sur le long terme. Un impact significatif, je l'ai dit, je le répète, sur les productions à cycle long. Un impact massif sur les secteurs sélection, multiplication, accouvage, qui est extrêmement dépendant de l'export, qui est très fortement touché et qui est à la base de toute la production nationale aussi, puisqu'un élevage de repros touchés, c'est plusieurs millions de poussins, de canetons, d'animaux d'un jour qui ne seront pas mis en place dans l'année. Il faut aussi relancer la machine de production une fois que la situation est stabilisée. Je l'ai dit aussi que ça sera un impact au-delà de la pure zone touchée, dans des régions en zone indienne. Il y aura aussi des conséquences du fait des difficultés logistiques pour acheminer les animaux d'un jour, les poussins, quand ils sont disponibles. Impact sur l'export pays tiers, on l'a dit, c'est à peu près 500 millions d'euros en 2021, et on avait fait des analyses sur les crises précédentes. Il avait fallu à peu près 5 ans aux exportations de génétique, par exemple, aux exportations même pas de génétique, des exportations de viande, pour retrouver des niveaux d'exportation équivalents à ce qu'il y avait avant les crises. Donc c'est des impacts forts et de long terme. Et puis, petite chose dont on n'a pas aussi évoqué, mais j'en profite pour l'évoquer là, c'est que tous les maillons de la chaîne sont impactés, les couvoirs, les abattoirs, mais que la reprise sera aussi conditionnée à la disponibilité des salariés, puisque la Vendée, les Pays de la Loire en règle générale, et la Bretagne, aujourd'hui, il s'est annoncé des mesures de chômage technique. Par exemple, je prends l'exemple des abattoirs. On est dans des bassins d'emploi extrêmement tendus. Je lisais, je regardais sur les herbiers, ils se félicitaient d'être à 3,6% de chômage, ce qui veut dire que il peut y avoir du turnover, et derrière de la difficulté à ramener des salariés dans les outils pour relancer la chaîne de production après, qui va être vraiment quelque chose à anticiper. Alors, là, j'ai pris l'exemple des abattoirs, mais ça va être à peu près dans tous les maillons qui
qui ont été touchés. Donc, une machine qui sera probablement très longue à remettre en route. Dans ce contexte, quelque part, on a une hausse significative et durable du coût des intrants et des facteurs de production. Alors, le fait qu'on ait à la fois cette hausse et puis un déficit de matière, un déficit de produits de viande de volaille fera que quelque part, pour pour les opérateurs qui ont encore de la production, ça sera quelque part plus facile de faire passer ces hausses de coûts, compte tenu qu'il y a une offre réduite. Après, il faut toujours aussi avoir la vision un peu plus la vision du fait que, on l'a évoqué au début, oui, il y a une réelle nécessité de revaloriser les produits pour ne pas mettre en péril les entreprises, vu la vitesse et l'ampleur de la hausse des coûts. Après, avoir en tête que le consommateur arbitre sur son alimentation et que des hausses sensibles de prix peuvent aussi entraîner, on va dire, des arbitrages, une baisse de consommation de certains produits. Les choses qu'il faudra bien surveiller, c'est que qu'il peut y avoir une hausse à peu près, on va dire, si la hausse, on va dire, entre la volaille et le porc et le bœuf est à peu près parallèle, ça pose pas de problème. Si la volaille augmente plus, si l'écart entre le bœuf et la volaille se réduit, ça peut peut-être aussi entraîner des substitutions de produits, de consommation. Et puis, on l'a dit d'un point de vue macro, la viande de volaille est quand même plutôt bien positionnée dans ce contexte inflationniste, mais toujours se rappeler que la volaille en France est une gamme extrêmement large et que là-dedans, il se peut qu'il y ait aussi des arbitrages, notamment sur les produits un peu plus premium haut de gamme, dont la demande se réduise au profit de produits plus basiques, plus basiques et avec du service. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, au plaisir pour ceux qui assistent demain, s'il y en a, au plaisir de vous retrouver demain. Mais oui, au webinaire Pondeuses et Lapins, soyez aussi nombreux, aussi dynamiques, posez autant de questions. Merci pour vos questions. Merci aux partenaires également, une nouvelle fois, Biochem, CCPA, Ubar et Tekna. Et à demain. Merci, au revoir.